Donc, En tout cas, vraiment, je vous remercie de votre présence. On va passer une bonne soirée ensemble. Moi, je suis toujours ravi d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Vous avez plein d'interrogations. On a déjà récolté pas mal de questions. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, moi, je vais répondre aux questions qui nous ont été envoyées par mail. Ensuite, si vous êtes d'accord, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Vous posez vos questions par chat. Là, cette fois, il n'y en a pas trop, parce que la dernière fois, on avait au moins 5-6 pages. Donc là, ça va. La plupart des gens étaient relativement raisonnables. Alors, je répondrai à vos questions dans la mesure où je peux, où je sais répondre à vos questions. Je ne suis pas un être savant ni érudit. Je ne fais que partager l'expérience que j'ai de la méditation et de la réalisation de soi. J'ai eu, comme vous le savez, j'ai eu le bonheur de passer beaucoup de temps avec de nombreux sages de différentes traditions. J'ai fréquenté notamment Shimon Zazi Rinpoche pendant une quinzaine d'années. Et puis surtout, je pratique la méditation depuis l'âge de 15 ans. Donc c'est vrai que j'ai maintenant quelques heures d'entraînement. Donc je pense pouvoir, de fait, de pouvoir répondre à certaines de vos questions. Et puis l'expérience aussi fait que ça fait 35 ans que j'enseigne maintenant, ça fait bientôt 35 ans. Et donc, cette modeste expérience qu'est la mienne, eh bien, j'espère qu'elle peut vous être profitable. Voilà. Alors donc, eh bien, encore une fois, je vous remercie de votre présence bienheureuse, attentive, respectueuse. Et on va donc commencer par répondre aux questions. Donc ouais. Nathalie, qui est là, Bonsoir et je salue toutes les personnes que je connais. voilà. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Nathalie, je fais partie de l'équipe Ressources Actualisation. Donc je travaille avec Bruno, Loïc et Fabienne. Et nous sommes donc à votre service pour répondre à toutes vos questions. Je commence. Oui, tout à fait. Khadija, ma question est comment faire pour accepter la séparation et faire le deuil des relations, surtout quand il s'agit du choix de l'autre et que cela nous tombe sur la tête. Toutes les situations, quelles qu'elles soient extérieures, réveillent des choses en nous. La situation que vous vivez vous met en face de vos blessures. C'est ce qu'il faut comprendre, parce que nous avons tendance, dans notre mode de fonctionnement ordinaire, à attribuer la cause de nos souffrances à l'extérieur. Si quelqu'un nous insulte, on va être blessé, on va en ressentir du désagrément, et on pourrait attribuer la cause de ce désagrément, de cette souffrance, à la personne qui a manifesté cette insulte. Alors bien sûr, j'invite pas pour autant les gens à nous insulter. Mais ce qui est très important, c'est de se réattribuer cette souffrance. C'est pas parce qu'on verra, comme je le répète, vous m'avez vu peut-être dans des vidéos où j'expliquais que si vous mettez 10 personnes exactement dans les mêmes conditions, personne n'aura la même réaction. Vous allez avoir 10 réactions différentes. Et pourquoi? Parce que nous avons tous une histoire différente, un rapport différent à la situation. On voit par exemple dans les deuils, il y a des personnes qui vont se remettre très vite, il y en a qui vont mettre beaucoup de temps, certains n'arrivent pas à s'en remettre, et tout ça est lié à ce que nous portons en nous. Je donne souvent l'exemple, si quelqu'un vous attrape par le bras, et que ça vous fait mal, c'est pas parce qu'il vous attrape par le bras que ça vous fait mal, c'est parce que vous avez une blessure. Donc j'essaie d'expliquer, comment dire, ce qui se passe en fait dans la réalité. Eh bien, c'est pareil, lorsque quelqu'un nous quitte, choisit, fait ce choix de partir, eh bien, il nous met en même temps en face de notre blessure. Alors bien sûr, on peut critiquer la forme, la façon dont ça a été fait, etc., mais ça c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette honnêteté envers soi-même et de se dire, effectivement, ces situations adverses réveillent cette vulnérabilité par rapport à ce genre de situation. Parce que tant qu'on ne prend pas en main, tant qu'on ne prend pas en charge, tant qu'on ne se responsabilise pas, tant qu'on ne prend pas en charge sa souffrance, on ne peut rien faire. Et d'ailleurs, c'est un principe qui est bien connu en psychanalyse,
en psychanalyse, parce qu'en psychanalyse, on dit que tant que la personne considère que c'est de la faute aux autres, on ne peut rien faire. Aucune démarche ne peut être entreprise parce qu'elle attribue les causes de la souffrance à l'extérieur, aux situations extérieures. Mais comme je le répète, encore une fois, c'est vrai qu'on pourrait prendre des exemples extrêmes, mais même dans les exemples extrêmes, des personnes qui ont été battues, qui ont été agressées, qui ont vécu des choses terribles, eh bien, personne ne vivra les choses de la même façon, et les personnes qui vont se remettre plus vite. Et on voit, quand une personne, par exemple, entreprend une démarche, ça va l'aider justement à regarder les choses sous un angle totalement différent, et même à faire de sa difficulté, de sa souffrance, une possibilité, une chance de transformation. Les bouddhistes disent une chose qui est très importante, ils disent en fait la souffrance, c'est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Si quelqu'un nous quitte, si on vit un deuil, si on se rend compte, en fait ça met en évidence surtout notre vulnérabilité. Je prends l'exemple justement de ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus. Vous voyez, beaucoup de gens ont été confrontés à des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Le fait de se retrouver comme ça, dans des conditions très particulières, on voit certaines personnes, ça a été très heureux puisque ça les a amenés à changer, à prendre du temps pour eux, à méditer, à se remettre en question et à voir les choses sous un autre angle, alors que d'autres l'ont vécu vraiment comme un emprisonnement, comme quelque chose d'extrêmement difficile. Alors bien sûr, les conditions dans lesquelles se trouvent les personnes est très différent. Mais ce qui est très important, c'est de se rendre compte que quand je commence à m'attribuer ma souffrance en me disant c'est bien cette blessure, c'est bien ce que je porte en moi qui crée la souffrance et non pas l'extérieur, là ça veut dire que je peux faire quelque chose. Si j'attribue la souffrance aux conditions extérieures ou aux personnes extérieures, là je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je suis complètement dépendant des circonstances extérieures. Et donc à ce moment-là, je suis dans une impuissance totale. Mais par contre, si j'ai l'honnêteté de reconnaître effectivement ces circonstances finalement réveillent de la souffrance qui est déjà là en moi. Et comme je disais dans une conférence une fois, c'était l'histoire qui se passait dans un ashram où un disciple vient voir le maître et lui dit « Écoute, mon compagnon de chambrée m'a mis très en colère. » Et le maître lui répond « Mais non, il t'a pas mis en colère. »« Mais si, il m'a mis en colère. » Puis il insiste « Mais non, il t'a pas mis en colère. » Il a réveillé de la colère qui était en toi. Et une fois qu'on a compris que ce sont bien, les bouddhistes expliquent qu'en fait, l'esprit, c'est le créateur du nirvana et c'est le créateur du samsara. Ça veut dire quoi? C'est le créateur du bonheur et c'est le créateur de la souffrance. Quand vous êtes joyeux, quand vous êtes plein de sentiments positifs, etc., mais vous ressentez de la joie et vous vous sentez heureux. Mais effectivement, si les circonstances adverses se manifestent et que de la colère se réveille, de la peur se réveille, eh bien là, on peut dire que vous n'êtes pas heureux, on peut même dire que vous êtes en enfer, hein, dans certains cas d'ailleurs. Et si l'autre vous agace, vous voyez bien combien votre tranquillité d'esprit est mise à mal et fait que vous perdez cette paix, cette sérénité. Donc, une fois qu'on a reconnu ça, c'est de se dire maintenant, comment est-ce que je fais pour me libérer justement de ces facteurs mentaux qui viennent perturber mon esprit. L'autre s'en va, me quitte, et je réalise que mon bonheur était complètement dépendant de la présence de l'autre. Comme souvent, c'est le cas, d'ailleurs, on voit à quel point notre bien-être dépend complètement de l'approbation, de la désapprobation des autres, du regard des autres, etc. Donc on voit à quel point nous sommes vraiment vulnérables et on manque totalement d'autonomie. Donc là, ce qui est important, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais faire pour... Je reconnais bien maintenant, l'honnêteté est quelque chose de fondamental, l'honnêteté envers soi-même, comme disait un sage thaïlandais, tant qu'on n'est pas vraiment authentique et honnête avec soi-même, de se dire, effectivement, je ressens de la jalousie dans certaines circonstances, je ressens de la peur dans certaines circonstances, j'éprouve de la haine ou voire de la colère, mais c'est important de dire, effectivement, c'est bien cette haine, c'est bien cette colère, c'est bien cette jalousie qui fait que je ne suis pas heureux et non pas l'autre, parce que sinon, ça veut dire que vous aurez toujours besoin de votre drogue, et l'autre c'est votre drogue, les autres c'est votre drogue, les circonstances extérieures quelque part c'est votre drogue, vous en êtes très dépendant. Et alors que si une personne vous lance un mot malheureux, et que vous voyez bien sûr ces manifestations mentales, mais que vous apprenez à ne pas les suivre, à ne pas leur donner de pouvoir, parce que
vous pratiquez, et c'est ça, la méditation, la force de la méditation, le pouvoir de la méditation, c'est vraiment de vous libérer justement de l'emprise en fait de vos propres émotions sur votre bonheur et votre bien-être. Elle continue à se manifester, à exister, à être présente, mais elle ne vous tire plus vers le bas. Et ça, c'est très important. Donc, si quelqu'un vous quitte, il vous met en face, en fait, de votre absence de liberté, finalement. Vous n'êtes pas libre, hein, parce que l'autre, il est libre de partir. Il a le droit de faire ce choix. Mais encore une fois, c'est vrai que parfois, bon, on n'aimait pas toujours la forme, mais est-ce que on arrive toujours à trouver la bonne façon de quitter quelqu'un, de dire au revoir, etc. Parce qu'on sent que peut-être que pour nous, le chemin s'arrête là, et que les circonstances changent, etc. Bon, mais peu importe. Mais je vois bien à quel point je demeure vraiment vulnérable à ces circonstances adverses. Et donc là, ça veut dire que maintenant, il est peut-être temps d'entreprendre quelque chose, et donc c'est peut-être le moment d'entreprendre une démarche. C'est quoi le prénom ? Khadija. Khadija. C'est peut-être le moment d'entreprendre une démarche parce que tu réalises à quel point tu ne peux pas être dépendante de l'autre. Ton bonheur ne peut pas dépendre de l'autre, il ne peut pas dépendre des circonstances extérieures, il ne peut dépendre que de toi. Le bonheur, ça ne sert à rien de chercher le bonheur à l'extérieur, c'est vain parce que c'est nous qui créons le bonheur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense qu'il faut vous réapproprier ce pouvoir que vous avez sur vous, cette capacité que vous avez justement de réformer votre esprit, de le transformer et de l'amener justement vers le bonheur, parce que c'est notre destination. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. J'étais un peu complet, mais je pense que ça permettra de répondre à d'autres questions qui ont été aussi posées. Anne-Emmanuel, j'ai 44 ans, j'ai subi un traitement chimio plus radio voici 1 an et demi. Ensuite, tous les résultats étaient bons. Malheureusement, les résultats de vendredi dernier montrent que des fixations du liquide injecté au niveau de la tumeur qui a été traitée, et ainsi que la présence d'un ganglion. Je viens de finir le livre Quand la vague réalise qu'elle est l'océan. Je médite beaucoup, je chemine depuis longtemps pour guérir mes blessures, et il me semble que j'étais en plein élan de vie. Je pensais être guérie d'ailleurs. J'ai une fille de 10 ans, magnifique. Est-ce que Bruno aurait un conseil, une idée en cette période difficile ? J'ai un sentiment d'injustice, j'aime tant la vie, d'incompréhension, d'angoisse du traitement, de la mort. Tout ceci, bien sûr, me traverse à nouveau. Anne-Emmanuel, oui, alors, je comprends ce que vous ressentez pour avoir vécu des choses tout à fait similaires, où on a l'impression d'avoir fait de grands pas dans notre existence et que quelque chose a réellement changé, s'est réellement transformé. Et finalement, et parfois on a l'impression que malgré tout le chemin parcouru, il n'y a pas très longtemps, un homme m'avait écrit en m'expliquant que il méditait depuis 30 ans, il enseignait le Qigong, il enseignait toutes sortes de choses, la méditation, le développement personnel, et quand sa femme est décédée, il avait l'impression qu'il n'avait rien réalisé, que tout s'était effondré. Et parfois on a l'impression qu'effectivement, c'est pour ça que les bouddhistes, pour ne citer que, se méfient plus du positif que du négatif, parce que quand tout va bien, tout est merveilleux, on est un petit peu comme quelqu'un qui ne regarderait plus la route, qui ne fait plus attention, et la voiture passe et se fait écraser. Donc ça veut dire que je ne suis toujours pas libre, et il y a peut-être là une démarche à faire par rapport justement à la mort, apprendre à être serein par rapport à tout ce que ça réveille, mais ça implique, là aussi c'est pareil, je ne peux pas répondre comme ça ici à cette question, mais je pense que ça implique vraiment une démarche de fond, d'arriver à approfondir, à stabiliser justement ce genre de réalisation, parce que là ce sont ce qu'on appelle des conditions adverses extrêmes, difficiles, qui confrontent à des peurs vraiment, ces peurs fondamentales que nous portons tous, qui sont liées à l'instinct de survie. Le seul conseil que je pourrais donner comme ça tout de suite, c'est continuer à pratiquer, ne laissez pas en fait les émotions et les sentiments négatifs vous absorber. C'est vraiment entraîner, rester là, quoi qu'il vous arrive, quoi que vous traversiez, apprenez, et puis ne restez pas seul surtout. Voilà, vraiment, je vous recommande de vous lier à un groupe d'entraide,
qui pourraient vous aider. Nous, par exemple, avec la démarche des 3 cycles, on a créé un groupe d'entraide et de soutien. Et c'est fantastique parce que les gens ne se sentent plus seuls, ils se sentent reliés à quelque chose. Il y a toujours, et ça c'est un peu l'inconvénient de notre culture très individualiste, où on est dans la culture de l'ego, du moi, et on s'est complètement isolé, séparé, et il y a de plus en plus de gens qui se sentent seuls face à l'adversité. La famille ne suffit pas parce que souvent la famille, pour elle c'est très difficile parce qu'elle est trop impliquée émotionnellement. Donc elle va, bien sûr c'est important, elle va apporter de l'amour, elle va faire de son mieux, mais elle va en même temps projeter ses propres peurs, etc. Donc c'est jamais facile. Donc je pense que c'est bien aussi d'avoir une aide extérieure, d'avoir j'aime beaucoup ce terme, des sages, des amis de bien, des amis bienveillants. Voilà, c'est pour ça que nous on a essayé de créer une communauté, pour l'instant sur internet, et c'est magnifique, une communauté d'entraide avec les personnes qui suivent les cours. D'ailleurs il y en a quelques-uns qui sont là, qui peuvent faire un petit signe d'ailleurs, et je les salue bien. Voilà, donc n'hésitez pas, en attendant Anne-Emmanuelle, de m'écrire. Et je vous recommande, si vous ne le faites pas, vous dites que vous pratiquez la méditation. Je ne sais pas quel type de méditation. Est-ce que c'est avec nos cours? Est-ce que c'est avec quelque chose d'extérieur, etc. Parce qu'il y a vraiment plein d'outils qui peuvent aussi vraiment aider. Et puis, il y aura peut-être des choses, en tout cas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, il y aura peut-être des choses à faire. Je pourrais peut-être vous conseiller aussi quelques amis thérapeutes qui font un travail absolument extraordinaire. Je parle dans le domaine, entre autres, de la médecine chinoise, ce genre de choses, où ils ont des résultats assez spectaculaires. Donc, voilà. Autre question? Oui. Laurence, j'aimerais savoir quels sont les métiers qui me permettraient de bien gagner ma vie pour atteindre mes objectifs. La question que je vais vous poser est, la pratique peut-elle m'aider pour en finir avec tout ça? Je ne sais pas, Laurence, quels sont les métiers qui peuvent... je pense que l'erreur, et c'est un peu le propre de notre culture, c'est de faire de l'argent un but. C'est souvent, quand on veut de l'argent, plus d'argent, alors soit il y a deux choses, soit on est dans le manque, parce qu'effectivement on vit au ras des pâquerettes. Je suis bien connu ça, parce que j'ai été SDF, donc c'est toujours difficile. Mais il y a une chose qu'un de mes mentors m'a appris. Il m'a dit, tu n'as pas à t'occuper de l'argent, parce que l'argent, c'est la conséquence de ce que tu fais. Nous, la plupart du temps, on en fait un but parce qu'on veut de l'argent, parce qu'il y a un côté, ça nous rassure, c'est le côté sécurisant de l'argent. Moi, j'ai bien étudié, notamment les riches, parce que je les ai assez fréquentés. Ce sont des gens qui sont toujours dans la sécurité, donc c'est pour ça qu'ils ont toujours besoin de plein d'argent, même plus que nécessaire. Ils ont de l'argent au-delà de ce qu'ils auraient réellement besoin, mais ça leur manque. On disait d'ailleurs que Aristote Onassis se promenait toujours avec 10 000 $ en poche, parce que ça le sécurisait. Donc vous voyez, finalement, même les riches, ils ont toujours l'impression de manquer de quelque chose, et c'est des gens qui ne sont jamais en sécurité. J'ai d'ailleurs organisé un jour un atelier qui s'appelait la sérénité financière, non pas la sécurité financière. La sérénité financière, le but, c'était pas de gagner de l'argent, mais c'est d'être en paix avec l'argent. Je me souviens d'une amie qui me disait toujours, moi je n'aime pas l'argent, il me le rend bien. C'est vrai qu'elle était toujours fauchée. Donc il faut apprendre. Alors il n'y a rien de malsain à aimer l'argent, dans la mesure où ça peut résoudre un certain nombre de difficultés matérielles, mais quand l'argent devient un but obsessionnel, c'est pas... Moi, ce que je trouve triste dans la question, c'est quels sont les métiers qui vont rapporter de l'argent. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire un métier qui va vous rendre heureux, et par voie de conséquence dans lequel vous pourrez, je dirais, recevoir de l'argent? Parce que le mot gagner, ça me gêne un petit peu. Et l'argent qui nous est donné, c'est l'argent qui correspond à ce que l'on donne aussi. J'aime bien cette notion de donner et de recevoir. Donc moi je pense, la première chose, ça serait plutôt de chercher qu'est-ce que vous voulez. Je dis souvent, entre votre naissance et votre mort, il y a un espace. Qu'est-ce que vous allez y mettre ? Et là où vous en êtes aujourd'hui, selon que vous avez 20, 30, 40, 50 ans, ou même 80 ans, il vous reste encore, on peut espérer, quelques années à vivre, eh bien, comment vous voyez le reste de votre vie ? Qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre ? Il y a une chose qui est très importante, parce que souvent les gens s'inquiètent pour le futur. Moi, je ne m'inquiète pas pour le futur, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, le futur, il dépend de ce que vous faites maintenant. Bouddha a dit une phrase, vous m'avez sans doute entendu répéter de nombreuses fois, mais ce que vous êtes aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier. Et ce que vous vivrez demain dépend de ce que vous faites maintenant.
Et moi, je m'occupe plus de ce que je sème aujourd'hui, parce que je sais que c'est ce que je vais récolter demain. Donc si on continue à s'entretenir dans la peur, dans le doute, dans la crainte, dans la colère, dans la haine, etc., qu'est-ce que va être votre avenir? C'est simple. Votre avenir, il ne va pas changer. Et c'est ça, cette espèce de dupe. Les gens espèrent avoir une vie différente, mais ils continuent à penser, à agir et à s'exprimer de la même façon. C'est absurde, ça ne peut pas marcher. Donc si vous continuez à fonctionner comme vous avez toujours fonctionné, vous ne pouvez pas avoir des résultats différents. Et c'est là où c'est important de comprendre que c'est en commençant à se prendre en main, sa vie, et de se dire maintenant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais pour justement arriver à ce changement. Comprenez bien la notion de résultat. Résultat, ça veut dire résulte de. C'est-à-dire qu'un résultat, c'est un aboutissement. C'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles on participe directement. Et souvent, on a un peu ce sentiment d'impuissance de dire je ne peux rien faire. Mais ce n'est pas en changeant à l'extérieur, c'est en nous-mêmes que ça doit changer. C'est notre attitude, plus que d'être poli, gentil, vous savez, de s'enfermer dans des comportements rigides qui finalement, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et c'est quand on commence à pratiquer, d'ailleurs la pratique, entre autres de la méditation, ce genre de choses, c'est de devenir bienveillant envers soi-même. C'est de créer justement une attitude amicale envers soi-même. Parce que tout ce que vous vivez finalement n'est que le reflet de ce que vous portez en vous et de comment vous êtes avec vous. Comme je le dis souvent, en fait, il n'y a qu'une relation, c'est la relation que vous avez avec vous-même. La relation que vous avez avec les autres reflète tout simplement le rapport que vous avez avec vous-même. Donc si vous avez des relations compliquées et difficiles, demandez-vous si ça ne reflète pas certaines tendances que vous auriez. Alors je sais que ça va déplaire parce que peut-être que vous avez vécu avec un salopard, que vous considérez, vous avez plus envie de l'étrangler, et que je comprends très bien, c'est pas la question. Mais comment se fait-il que vous l'avez rencontré? Parce que quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire dans votre vie? Et pour l'instant, ce que vous vivez, c'était Kimby qui disait, il y a une personne qui m'a rappelé le nom de cet auteur, qui disait « Votre vie, finalement, n'est que le reflet de vos propres pensées ». Mais souvent, le problème, c'est que nos pensées nous échappent complètement. On n'a pas conscience de nos pensées. Et c'est pour ça que dans un premier temps, la pratique va nous aider à mettre de la lumière sur ces pensées, à se rendre compte de notre manière de penser. Et après, vous allez avoir une première étape qui n'est pas toujours très agréable, mais qui va vous dire « Ah mais c'est pas étonnant tout ce qui m'arrive ». Quand je regarde ma façon de penser, c'est pas très glorieux. Alors même, on peut mettre, se voiler la face, essayer de penser positivement, se mettre, masquer tout ça, mais n'empêche que, comme disait, c'est des phrases que je répète à longueur de journée, mais comme disait Jung, il disait plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Donc c'est là où c'est important de comprendre que vous avez votre destin en main si vous décidez de prendre votre vie en main et de ne plus la laisser dépendre des circonstances extérieures ou des autres ou du bon vouloir des autres et de vous dire maintenant je suis responsable de ma vie, je vais entreprendre ce qu'il faut pour que ma vie change, pour que ma façon de penser change, pour que ma façon d'agir et parce que votre façon d'agir est en étroit rapport avec votre manière d'être et votre manière de penser. Donc voilà, autre question. Excusez-moi d'être un peu long, mais je pense que c'est quand même des notions fondamentales qu'il vous faut comprendre, sans lesquelles vous ne pouvez pas avancer. Oui. Dominique qui nous parle du déconfinement. Le sortir du déconfinement semble plus difficile que le confinement par lui-même. J'habite en région parisienne et moi qui adorais Paris et toutes ses attractions culturelles, je n'ai plus envie de me projeter dans cette vie. Tout cela me semble si artificiel. Le confinement a été une période difficile car j'ai dû subir une intervention chirurgicale pour laquelle j'attends de savoir si j'aurai des soins plus tard. Partager ces moments de confinement ont également été une source de tension avec mon compagnon. J'ai l'impression que cette relation me diminue, m'appauvrit intellectuellement. Nous n'avons pas les mêmes objectifs de vie. Malgré l'âge de la retraite, lui ne parle que d'objectifs d'argent et moi, avec cette opération qui m'a fait prendre conscience que la vie est courte, j'ai envie de jolis moments d'amour. J'ai l'impression que notre relation est tellement nulle et basée uniquement sur des mensonges et des difficultés. Je me sens très seule pour affronter cela. Je ne sais comment retrouver confiance en moi et confiance en la vie.
Alors, Dominique, il y a plusieurs choses que j'aimerais vous dire. C'est, comme je disais tout à l'heure, ne restez pas seul. Je pense que c'est bien d'être en contact avec des gens qui ont ce genre d'aspiration. Et l'autre chose, le confinement a quelque chose finalement de positif dans ce que vous avez vécu. C'est-à-dire qu'il a mis tout simplement en lumière la vie que vous vous êtes donnée jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'il y a pas d'âge pour être heureux, comme je dis souvent. Il n'est jamais trop tard de faire quelque chose et de se dire, maintenant il faut vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux m'accorder avant de partir? Je pense qu'il n'y a rien de pire que les regrets, c'est-à-dire de se dire, je vais partir et finalement je ne me serais pas fait de cadeau. Toute cette vie, ça aurait été une vie où finalement je me serais jamais fait plaisir et je me ferais, quand je parle de se faire plaisir, c'est-à-dire justement créer, parler d'amour, je trouve que c'est une belle chose, c'est ce qu'on a envie de partager d'ailleurs avec les autres, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est du respect, c'est de l'amitié, c'est toutes ces choses qui donnent envie de vivre, qui donnent envie de... Mais ça, encore une fois, ça dépend de vous, ça part de vous. Donc maintenant, il faut vous poser la question, quelle est la vie que vous avez envie de vous donner d'ici que vous partiez, que vous quittiez cette vie. Donc voilà, donc ce petit accident que vous avez dû vivre, où vous vous êtes fait opérer, cette prise de conscience de votre vie parisienne, cette prise de conscience aussi avec votre conjoint, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu avec le confinement, qui ont été confrontés à la vie, parce que souvent on fuit dans l'activité, dans l'hyperactivité, etc. Mais c'est souvent pour ne pas voir en fait la vie qu'on est en train de se donner. Donc je pense qu'il faut savoir se poser, parce que la vie, elle se savoure maintenant, là où vous êtes. C'est pas en courant dans tous les sens, en faisant des milliers d'activités, en courant partout, que vous trouvez le bonheur. Le bonheur, il est là où vous êtes, dans comment vous êtes, dans votre attitude. C'est vous l'emmenez avec vous. Alors, question suivante. J'ai un petit blocage sur mon écran. Nathalie qui répond SMS. Non, j'envoie juste un message à Loïc parce qu'il y a un mauvais commentaire et je lui demande de l'enlever. Je la taquine. Qui c'est qui met des mauvais commentaires? C'est pas gentil ça. Oui, donc voilà. Voilà. Donc, Allez, oh, s'il vous plaît, les personnes qui ne se sentent pas concernées par ce qui se dit ici. non, mais là c'est un, comment est-ce qu'on appelle ça, un troll. Hein, Ah, donc, un troll. Ah, voilà, c'est pas gentil les trolls. Allez les trolls, salut. Donc, Aurore, nous sommes venus au monde pour accomplir chacun une mission. Mais comment savoir exactement ce pourquoi nous sommes là? Comment savoir son objectif de vie? Aurore, qui vous a dit que vous aviez une mission? Moi, je sais pas. Alors, moi, je suis un petit peu perplexe par rapport à ces notions de mission parce que moi, je n'ai pas l'esprit missionnaire. Je crois juste une chose, c'est que la meilleure façon d'apporter du bonheur autour de soi, et je pense si mission il devait y avoir, c'est d'apporter du bonheur, c'est d'abord de créer du bonheur en soi pour pouvoir le transmettre aux autres, parce que je crois que, ça c'est ma phrase fétiche, mais qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle, qui mieux qu'une personne en paix peut apporter de la paix autour d'elle, qui mieux qu'une personne qui a confiance en elle peut apporter de la confiance en elle. Et je pense que notre première mission, c'est de nous accomplir, c'est de nous réaliser, c'est de créer du bonheur en nous-mêmes pour pouvoir le partager et le donner autour de soi. Après, le reste en découle. Ce qu'on a à faire dans notre vie s'impose presque de lui-même. Je pense qu'on n'a pas besoin de se chercher une mission, parce que souvent on peut se perdre aussi j'ai rencontré souvent des gens qui avaient un peu l'esprit missionnaire, qui s'étaient donné mission. Ça donne des résultats un petit peu bizarres. Donc je pense que la meilleure chose, encore une fois, c'est comme avec les parents. Des fois, les parents viennent me voir, me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leurs enfants. Mais je disais, vos enfants n'ont pas besoin de parents heureux, de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux. Donc la meilleure chose que vous puissiez apporter à vos enfants, eh bien, c'est du bonheur. C'est votre bonheur, en fait. Rodrigue, j'ai un métier avec plus de choses à faire que ma capacité et que mon temps ne le permet, et beaucoup de responsabilités. Je pars le soir avec plus de choses à faire que la veille et finis par oublier et ne pas penser à des choses très importantes qui finissent par me retomber dessus. Sans compter que les heures sup, même si elles ne sont pas suffisantes pour faire face, empiètent sur ma vie de famille. La pratique m'aide énormément, diminution du stress, etc.
même si c'est une force indéniable pour faire face, je reste encore la tête sous l'eau. J'aimerais avoir votre vision des choses, une astuce, idée Il y a pour pas... arriver à gérer cette accumulation de travail et de responsabilité. Alors Rodrigue, c'est simple. Je crois que vous ne vous respectez pas. Vous ne vous respectez pas parce que vous vous imposez des conditions de vie. Je pense qu'il y a un rapport au travail. D'ailleurs, même le mot travail ne devrait pas faire partie de votre vocabulaire. On a une activité, on apporte un service. Et je pense que, comme je le dis souvent, je pense que la meilleure façon d'apporter un bon service, c'est d'être heureux de le faire, c'est d'être bien, c'est d'avoir du plaisir et c'est d'être détendu. D'ailleurs, vous pouvez demander à Nathalie, à Loïc aussi, que vous ne voyez pas. Mais dès le départ, quand je les ai rencontrés, j'ai insisté sur le fait que, pour moi, il est hors de question de travailler sous pression, parce que je crois que ce qui est plus important, c'est ce qui émane de nous. Et quand on est heureux, quand on est en paix, on peut faire beaucoup de travail d'ailleurs, on peut avoir une grande activité, mais tout en restant intérieurement paisible, parce que c'est ce que l'on va apporter aux autres. Malheureusement, on a, et particulièrement dans notre culture, hein, tu gagneras ton pain sur de ton front, enfin on a toutes ces notions qui sont imprégnées, ces archétypes qui sont très forts en nous, et combien de fois on voit de vies gâchées. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait de l'accompagnement aux mourants, et j'ai accompagné un chef d'entreprise qui a voyagé partout, qui a vu plein de choses, et qui avait très peur de partir. Et il m'a dit, vous savez, j'ai voyagé partout, mais je n'ai rien vu. Je lui ai dit, mais comment ça? Mais il me dit, j'étais pas là. J'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps. Il a dit, je n'arrêtais pas de courir. Ma vie, c'était une course sans fin. Et le problème, c'est c'était fini pour lui. Il devait partir. Donc, je ne souhaite pas que ça vous arrive. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Il a eu des regrets, en fait. Ben oui, il avait des regrets. Et moi, quand j'ai vécu ça avec cette personne, ça m'a beaucoup interpellé aussi, parce que je me suis dit, pour moi, il est hors de question d'avoir une vie de stress, de souffrance, de malheur. Ça ne veut pas dire que j'ai traversé des épreuves. Ça ne nous épargne pas. Il y a des conditions adverses. On vit des choses. J'ai failli perdre la vie il y a quelques années encore. C'est donc encore tout récent. Mais ça fait partie du parcours. Mais il y a toutes les pressions qu'on s'impose parce qu'on ne sait pas se faire de cadeaux. Et je pense que le métier, comme la relation, c'est le cadeau que vous vous faites. Donc Rodrigue, moi je vous inviterai à réviser vos priorités, vos objectifs. C'est quoi votre objectif dans la vie? Parce que demandez-vous combien de temps vous allez pouvoir tenir de cette manière dans ce contexte. Donc là, il y a peut-être justement une petite remise en question à faire dans le choix du métier, dans le choix de l'activité professionnelle. Je pense que c'est indispensable. Je le répète, nous sommes là pour être heureux. Parce que, encore une fois, une personne heureuse est beaucoup plus en mesure d'apporter du bonheur autour d'elle. On n'a rien à gagner à se faire souffrir, à être sous pression, à être dur envers soi-même, parce que ça nous invite à être comme ça avec les autres. On est avec les autres comme on est avec soi-même, comme je l'ai dit au départ. Donc, apprenez à vous respecter, à vous aimer. Et ça, ça nécessite effectivement, je le conçois, de faire toute une rééducation, réapprendre, mais pour aller vers plus de bonheur. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, ça n'arrivera jamais. Tant que, je le répète, mais surtout pour ceux qui arrivent, si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous aurez toujours le même résultat. Votre vie, elle ne changera pas. Elle ne peut pas changer. Tant que vous n'acceptez pas de faire cette démarche, de vous dire maintenant je prends ma vie en main, je fais quelque chose pour qu'elle change, pour qu'elle se transforme, tant que vous ne faites pas cette démarche, eh bien il ne se passera strictement rien. Et puis, je vois malheureusement beaucoup de démarches, vendeurs de bonheur, des choses un petit peu gadgets comme ça, parce qu'on aime bien les trucs. On voudrait que ça change comme ça. Je vais faire un petit peu de relaxation, un petit peu de EFT. J'ai rien contre le EFT, parce qu'il y en a qui vont encore m'écrire, qui vont dire ouais, vous avez critiqué le EFT. Ça n'a rien à voir, hein, un petit peu de Reiki, etc. C'est pas ce que je veux dire, c'est que ça nécessite vraiment de prendre sa vie en main, de se dire maintenant, aujourd'hui, je décide de conduire ma vie vers le bonheur. Il n'y a pas de truc. Parce que là, j'ai vu, beaucoup de gens m'ont écrit parce qu'ils voulaient un truc. Mais il n'y a pas un truc. C'est où je décide de prendre ma vie en main et de faire en sorte de l'acheminer vers le bonheur, de construire quelque chose qui en plus va être profitable non seulement à moi, mais aux autres. Si vous avez des enfants, vos enfants vont être ravis d'avoir des parents heureux. Si vous avez un conjoint, votre conjoint va être ravi d'avoir quelqu'un d'heureux. Et si ça le rend malheureux que vous êtes heureux, bah, tant pis pour lui, il faut qu'il arrive à rien, parce que c'est quand même un monde de ne pas se réjouir du bonheur de
de son compagnon ou de sa compagne. Parce que c'est le but quand même, c'est de partager du bonheur ensemble. Donc voilà. Francine, je suis terrifiée par la peur de parler vrai, surtout avec l'homme de ma vie, comme si je n'avais pas le droit d'être moi. Je pense que cela fait écho avec la relation que j'avais avec mon père qui ne supportait pas toute opinion différente de la sienne. Comment gagner suffisamment en confiance pour arriver à oser dire, se dire? Demandez-vous toujours à qui cela va profiter que je m'interdise d'être moi, justement. De dire ce que j'ai à dire, d'exprimer ce que j'ai à dire. Et vous pouvez toujours exprimer ce que vous avez à exprimer dans la sérénité, dans la paix, etc. Là aussi, c'est pareil. Alors la confiance, ça s'acquiert. Je n'ai pas d'autres conseils à vous donner que d'entreprendre une démarche parce que ça vous sera profitable et ça sera profitable à votre conjoint aussi. Vous allez pouvoir partager autre chose parce que quelque part vous vous imposez une sorte de mensonge. Vous n'exprimez pas ce que vous ressentez réellement, ce que vous aimeriez partager avec lui et peut-être qu'il en serait ravi. Vous voyez, quand vous dites j'ai peur de parler vrai, mais il n'y a rien de plus beau que la vérité. Et quand on dit la vérité, on est toujours en paix, on est toujours serein. Alors il y en a qui vont me dire mais non c'est pas vrai parce que quand je dis la vérité il y a un truc qui me tombe sur le coin du bec, mais c'est parce que vous n'êtes pas serein, ça veut dire que c'est pas clair dans votre esprit encore. Il faut savoir que, je le répète, ce que vous vivez à l'extérieur reflète les obstacles que vous portez en vous-même. Les interdits, chez Medrazim Boche, que j'ai fréquenté pendant 15 ans, disait toujours l'homme c'est comme une voiture à deux moteurs, il y a un moteur qui pousse en avant, l'autre qui tire en arrière. Vous voulez faire une chose et en même temps vous l'interdisez et ça donne quoi comme résultat? Regardez, vous prenez l'exemple d'une personne qui se sent très coupable de dire ce qu'elle a envie de dire. Et le jour où elle va vraiment se dire, bon, allez, cette fois je le dis, elle va le dire, mais ça va mal se passer. Pourquoi? Parce que, en fait, en même temps qu'elle exprime ce qu'elle a envie d'exprimer, elle se retient de le faire, elle se tire par la manche elle-même. Imaginez quelqu'un qui veut sauter à l'eau, qui saute du plongeoir et qui à la dernière minute prend peur. Se dit, zut, j'aurais pas dû sauter. Là, c'est le plat-ventre assuré. Et bien, c'est un peu ce qui vous arrive finalement. Vous faites une chose et en même temps, vous vous freinez de le faire. Donc, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ça veut dire que vous n'êtes pas... Il y a encore justement ce frein où c'est pas clair en fait. Vous savez, quand on parle de purifier son esprit, rien de mystique, hein, c'est de rendre clair les choses. De façon à ce que vos aspirations, vos intentions, vos désirs deviennent extrêmement clairs dans votre esprit. Comme ça, c'est plus facile. Et comme disait un auteur, ce qui se conçoit clairement s'exprime clairement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, enfin c'est rien, c'est justement, je voulais signaler, ne soyez pas perturbés parce qu'on est... Oui, on va enlever, on va enlever cette personne, Loïc, si tu peux nous enlever ça. Il y en a eu plusieurs en fait, hein, c'est pour ça que je voulais, ne soyez pas perturbés, laissez-les faire. Oui, on va laisser. Et Loïc fait le tri et les enlève. Oui. Donc voilà, on voit des choses un peu bizarres. Hein. Donc, oui, ce soir il y a pas mal d'imbéciles en fait. Hein. Bon, oui, c'est pas, il y a des... On ne sait pas, il y a des gens qui sont... Surtout, ne nous laissons pas perturber par ces bêtises. Tout à fait. Quand on est bête, on est bête. Donc... Comment il s'appelle? Oh, il y en a eu tout plein. Hein, mais... Koboudé, ça marchera pas. Au revoir. Donc, on revient, sérieux, on est là. Daniel, comment retrouver l'énergie pour sortir de l'inertie que j'ai laissée s'installer dans tous les aspects de ma vie? Je sens tellement de résistance, la sensation d'être retenue, comme si je n'avais pas droit au bonheur, à la joie, à la fluidité. Je vois bien que je pense, vis et agis en victime. Je résiste même à faire ma méditation. Par où commencer ? Mais je pense qu'il faut persévérer, pratiquer, toujours encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça se stabilise. S'il y a une démarche derrière, alors je ne sais pas laquelle, hein, si vous suivez les cours avec moi ou si avec quelqu'un d'autre, parce que le problème, il y a eu des questions qui ont été posées sur des méthodes que je ne pratique pas, que je ne connais pas, donc là je ne peux pas vous aider, donc ne me posez pas ce genre de questions parce que ça ne servira à rien, moi je ne peux pas vous aider, mais là il y a des choses à faire, ça c'est évident. Je pense qu'il faut... d'abord, il faut clarifier ses motivations. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment l'histoire, d'ailleurs, j'ai un peu répondu à cette question, c'est l'histoire du moteur, de la voiture à deux moteurs, et il faut
pouvoir donner de la puissance, et c'est pour ça il y a des méthodes, il faut donner de la puissance au moteur qui pousse en avant, c'est-à-dire nourrir ses motivations, les entretenir, et puis aussi et neutraliser ce moteur qui tire en arrière et qui vous tire par la manche pour que ça puisse... pour qu'on puisse avancer allègrement. Donc là, il y a des démarches pour ça. Marc, la distinction entre l'amour inconditionnel et l'amour-attachement que l'on peut éprouver pour une personne. Je me demande s'il est possible qu'une relation amoureuse, peu importe qu'elle soit de nature hétérosexuelle ou homosexuelle, peut être dépourvue d'attachement, qui est malheureusement inévitablement source de souffrance. L'amour inconditionnel et le sentiment d'amour entre deux êtres, au sens affectif du terme, peuvent-ils être compatibles ? Si l'on n'éprouve pas d'attachement pour la personne que l'on aime d'amour, sur quoi sont dès lors fondés nos sentiments pour cette personne en particulier et quel est le sens véritable de leur relation à deux ? Est-il possible de vivre une relation amoureuse en parvenant à gérer positivement et sans souffrance les émotions provoquées par l'attachement ? Ou mieux encore, est-il possible dans une relation amoureuse que l'amour-attachement s'incline totalement pour ne laisser place qu'à l'amour inconditionnel ? Aïe, 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 c'est compliqué. Alors, c'est simple. Dalai Lama disait toujours, dans toutes les relations, ce qui est important, c'est de pouvoir cultiver l'amour et la compassion. Et ça s'enlève si on fait ça ? En fait, il l'a enlevé, là. Oui, sans doute. Oui, ça doit être ça. Non. Je sais pas. Je viens de faire une bêtise. Oui, mais voilà. Attends. On est encore nous-mêmes perturbés par... J'arrive pas à l'enlever. Est-ce que... Non, mais c'est bon, je pense que Loïc... Non, si, il apparaît là. Loïc, est-ce que tu peux m'aider à enlever ça ? Mets-toi sur autre chose, sur un autre poste. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est chaud, mais... D'accord. Ah, Ok. désolée, parce que voilà, il y en a toujours qui... Bon, allez, on se laisse plus distraire. Donc, ce qui est important, l'amour, en fait, l'amour inconditionnel, c'est l'amour mature. C'est vraiment l'amour de deux adultes qui se rencontrent. Je dirais que c'est l'amour idéal. C'est deux êtres qui s'aiment tels qu'ils sont, sans essayer de s'appartenir l'un à l'autre, sans chercher à s'approprier l'autre, qui n'attendent pas que l'autre soit la source de son bonheur. Ça, c'est vraiment la relation mature. C'est vraiment... donc c'est vers ça que tout le monde tend. C'est vers ça qu'on tend. Et le reste, effectivement, l'attachement, c'est ce qui fout le bordel dans la relation. Tout simplement, j'attends des choses, je veux que l'autre soit conforme à mes désirs, qu'il me rassure, qu'il soit gentil avec moi, etc. Et quand on parvient à cette relation mature, ça change complètement. C'est-à-dire que on n'attend plus que l'autre soit la source de notre bonheur. On réalise que nous sommes co-créateurs de la relation. Et c'est-à-dire que c'est ce que nous allons... C'est pas nous qui sommes importants, c'est ce que nous créons ensemble. C'est-à-dire c'est ce qu'on va mettre dans la relation. Et c'est comme ça qu'on va bénéficier en prenant soin de la relation, en prenant soin, par exemple, de notre communication, de notre façon de traiter l'autre, etc., d'amener de l'amour, de la compassion, d'amener de la bienveillance dans la relation, d'essayer d'être capable de faire preuve de compréhension, d'écoute, etc., et d'y participer. Eh bien, c'est-à-dire, c'est tout ça que je suis en train de mettre dans la relation, et qui inévitablement va me revenir, parce que je suis en train de créer une relation heureuse. Et j'y participe directement. Et c'est pour ça que le choix du partenaire est très important. Parce que c'est un peu comme essayer de jouer une partie de tennis avec quelqu'un qui n'a pas envie de jouer au tennis ou qui n'aime pas jouer au tennis. Donc c'est très important que vous puissiez choisir, en fait, librement votre relation. Et ça se fait... Encore une fois, il y a une psychologue qui disait l'autre, c'est le cadeau que vous vous faites. Donc il reflète... J'ai envie de dire, la relation avec l'autre, elle est directement affectée par l'équilibre que l'on a réussi à créer en soi-même. Et donc, on va voir à quel point
si, et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'avant-dernière vidéo que j'ai faite dans les balades de Bruno. Si vous avez l'occasion d'aller, vous tapez les balades de Bruno, vous verrez, il y a une vidéo spécifique à la relation. D'ailleurs, Loïc, si tu peux la mettre, comme ça on pourra la mettre justement devant. Et donc, dans cette vidéo, j'explique combien c'est important, en fait, d'apprendre à s'aimer, mais de manière inconditionnelle aussi, justement. D'avoir de ce respect, de se considérer comme un être à part entière qui aspire au bonheur, qui a droit au bonheur, et de se souhaiter du bien pour pouvoir justement avoir ensuite, et ça va teinter nos relations. Voilà, j'espère avoir répondu. Nicole, comment faire pour développer l'amour de soi, l'estime de soi, s'accepter tel que l'on est? Comment arriver à méditer? J'ai essayé plusieurs fois, mais ça provoque chez moi un blocage au niveau du troisième œil et des maux de tête. Du troisième œil. Alors, je ne sais pas quel genre de pratique vous faites, mais moi, je n'utilise pas ce genre de démarche. Je pense il faut faire très attention quand même, parce que je vois des gens qui bricolent avec les chakras, avec les troisième œil, avec moi, je ne fais pas ça dans ma démarche. Il y a pas, ça n'existe pas. Pourtant, j'ai rencontré de nombreux sages, mais aucun de ces sages, et pourtant, Dieu sait, Shimazu Rinpoche est considéré vraiment comme quelqu'un d'extrêmement réalisé. J'ai fait 2 sessions de formation avec le Dalai Lama. On ne parle pas du tout de ce genre de choses. Ça n'existe pas. Si on retrouve ça dans des choses un petit peu fantaisistes, ah ben voilà, on retrouve. Voilà, on va vous la mettre. Là voilà. Donc ça c'est la balade sur les relations. Et donc donc là, il faudrait examiner quand même quel genre de pratique, parce qu'il y a des pratiques, justement, ça peut générer des peurs, des inquiétudes, des angoisses, et vous vous bloquez. Alors que la pratique, ça doit être quelque chose, comme disait Pema Chodron, c'est une réconciliation avec soi-même, c'est vous entrez en amitié avec vous-même. Donc vous n'avez pas de raison, normalement, de bloquer. Ça se fait tout en douceur, avec amitié, avec respect envers soi-même. Nathalie, une question, je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pourtant pas timide, j'ai l'impression d'être une extraterrestre. J'ai pas trop confiance aux autres, pourtant je me sens si seule, je n'arrive pas à sortir de cet état. Que puis-je faire? Très angoissée, j'essaie pourtant de vivre l'instant présent, mais dur. Nathalie, ça ne disparaîtra pas tout seul. Si vous n'entreprenez pas une démarche, ça ne se libérera pas tout seul. Donc vraiment, entreprenez une démarche, et la confiance, ça s'acquiert, vous y arriverez. Tout le monde peut acquérir confiance en soi. C'est pas une fatalité. On peut vraiment transformer ça, on peut vraiment le changer. Donc, mais il faut se donner les moyens. Il n'y a pas de secret. Alors, Jacqueline nous pose une question, c'est en relation d'amour inconditionnel, Je pense que je viens d'y répondre. amour universel. Tu as beaucoup répondu sur la C'est relation. pareil, amour inconditionnel, amour universel, c'est la même chose. Hein. C'est juste jouer sur les mots, mais... Je comprends souhaiter que la grande majorité des êtres soient plus heureux et que par conséquent l'humanité ne s'en porterait que mieux. C'est clair. Il régnerait moins de méchanceté. Dans l'absolu, oui, quand on pense au commun des mortels, qu'en est-il des hommes de pouvoir, économique, politique, qui maintiennent une grande majorité des humains dans la grande pauvreté, la famine, afin de conserver leur pouvoir et leur fortune démesurée? Alors, je vais répondre, on ne va pas aller tout développer parce que c'est assez long. Ce qui est important, il faut bien faire la distinction entre l'être et son comportement. C'est-à-dire que on a tous, au cours de notre existence, développé une vision, une vue de la vie. Et d'ailleurs, quand on posait la question à Dalai Lama sur Hitler, il disait, lui aussi, il atteindra l'éveil. Mais ça veut dire que il y aura toute une démarche à entreprendre pour lui. Ça ne va pas se faire comme ça, tout seul, ça ne va pas se libérer tout seul. Et tous ces hommes de pouvoir, je veux dire, ils s'aiment, et à un moment, ils vont récolter aussi, qu'on le veuille ou non, et depuis toujours. Regardez, les régimes totalitaires sont pour la grande majorité effondrés. Il y en a encore, bien sûr, mais ça a considérablement changé. Il y a une transformation réelle sur le plan humain. Et ça fait partie, c'est aussi le monde dans lequel nous vivons, auquel nous participons, parce que je me plais à répéter, souvent les gens pointent du doigt les riches qui s'en mettent plein les fouilles, mais il ne faut pas oublier, c'est que s'ils s'enrichissent, c'est grâce à nous, c'est parce qu'on achète tout ce qu'ils produisent. Regardez, on est devenus des consommateurs, on n'arrête pas de consommer, on achète, et comme disait Coluche, il suffirait que les gens arrêtent d'acheter pour que ça ne se vende plus.
Et je dis souvent, puisque je suis fondateur de l'association humanitaire Planète Altruiste, que si d'amener les gens à prendre conscience qu'ils ont un pouvoir mais absolument immense, et leur pouvoir il est dans le caddie. Si les gens prenaient conscience de ça, que tous ces systèmes abusifs eh bien, n'auraient plus lieu d'être si eh bien, on faisait des choix différents et qu'on commençait à devenir, Birabi parle de la sobriété heureuse, etc., d'apprendre d'être un peu plus raisonnable dans nos choix, et on n'a pas besoin de toutes ces choses pour être heureux, parce que le bonheur, il est en nous, il n'est pas à l'extérieur. Donc voilà, on continue. On essaie de répondre, il y a beaucoup de questions, hein, je vois, qui passent. Ok. Voilà ma question. C'est Marilyn. Comment semer de nouvelles graines, des intentions quand on a perdu l'énergie? Marilyn, l'énergie, ça se retrouve. Et je pense que justement, parmi les graines à semer, c'est de prendre soin de vous occuper de vous, justement, pour retrouver cette énergie. Je pense que ça, c'est très important. Et dans ces graines, vous en faites partie, vous devez prendre soin de vous. Lydie. Comment se libérer d'un sentiment de culpabilité, quel qu'il soit? Exemple. Mon chat, intelligent et très facile à vivre, qui était mon compagnon de tous les instants, y compris pendant le confinement, s'est fait renverser par la voiture d'une voisine. Sachant que j'habite dans une rue extrêmement calme et qu'elle m'a dit n'avoir pu l'éviter, sa mort me hante du fait que je l'empêchais souvent de sortir, de peur qu'il se perde ou se fasse blesser par un autre chat, alors que j'aurais peut-être dû le laisser sortir à chaque fois qu'il le demandait, afin qu'il s'aguerrisse par rapport aux dangers liés au peu de voitures qui passent. Peut-être qu'il se serait fait écraser quand même, vous ne pouvez pas le savoir. Je pense que là, vous êtes en train malheureusement, de tourner en rond avec ça et de vous faire du mal. Pensez à votre chat justement qui est mort. Est-ce que vous croyez est-ce que vous pensez que le fait de vous tourmenter comme ça va lui être bénéfique et que c'est ce qu'il souhaite? Je pense que maintenant il faut faire la paix. C'est la meilleure façon justement de se libérer. La culpabilité est un véritable poison. Qu'on ait du regret, c'est une chose. C'est normal parce qu'on voit qu'on n'a pas eu un comportement très approprié ni très heureux. Mais se ronger de remords par la culpabilité, ça n'est jamais salutaire pour personne, d'autant plus que ça vous empêche de réfléchir correctement, d'agir correctement, et vous êtes en train de vous diminuer, de vous faire du mal, et je pense que vous faire du mal n'apportera aucun bonheur à personne. Donc si vous avez une pratique de méditation, bien pensez à votre chat, et dites-vous que là où il est en paix, il est heureux. Moi j'ai eu des animaux dans ma vie, et parfois dans des circonstances pas toujours très heureuses. Je pense que c'est comme avec les humains, c'est important d'avoir ce lien particulier qui fait que de retrouver cette paix en vous disant là où il est, vraiment il est en paix, et je pense que je, je peux apporter plus de bonheur, et la prochaine fois si j'ai à nouveau un animal, je apporterai d'autant plus de bonheur que moi, si moi je suis heureux, parce que je serai un compagnon aussi, tout aussi agréable pour lui. Betty, je viens de regarder la conférence sur l'instant présent. Je vis dans un petit village en Auvergne depuis 2 ans. J'ai la nature autour de moi, mon potager, mon jardin, mon chat, mes voisins. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à quoi? À être heureuse. Je n'ai plus le goût à la vie, je n'ai plus d'envie, je me sens inutile. Euh, Toujours, je pense que c'est important, c'est maintenant qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez envisager que votre vie va continuer comme ça jusqu'à ce que vous partiez? Est-ce que ça vaut pas le coup maintenant euh, de vous réveiller et de vous dire maintenant, il est peut-être temps que je redonne des couleurs, parce que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, c'est vous qui semez les graines ici et maintenant. Euh, Votre vie, elle dépend de ce que vous faites maintenant. Et alors bien sûr, on peut avoir toutes sortes de raisons de s'entretenir dans la négativité, de se trouver de toutes sortes de bonnes raisons d'être nul, etc. Mais encore à qui cela bénéficie-t-il? À quoi ça sert finalement? Donc peut-être que là, ça vaut le coup de changer peut-être sa manière de penser. Alors, Pascal, comment peut-on faire comprendre à une personne qui nous est proche qu'elle est enfermée dans ses obscurcissements mentaux?
colère envers l'inaction des gens, colère envers moi-même, manque de compassion et le moi, je tourne en boucle. Quand il en va de notre propre équilibre intérieur, est-il toujours immuable de devoir fermer la porte? Il ne s'agit pas de fermer la porte, je pense encore une fois, ça ramène à ce que j'ai dit, c'est que si vous voulez créer du bonheur autour de vous, Bouddha disait devenez des flambeaux pour les autres. N'essayez pas de résoudre le problème de l'extérieur, mais en vous-même. J'essaie de m'exprimer. C'est toujours se dire qu'est-ce que ça réveille en moi et comment je fais pour me libérer de ça. Parce que l'autre, justement, s'il agit de cette manière, c'est pas par hasard. C'est qu'il trouve une manière de vous affecter, de vous atteindre. C'est pas parce qu'il le fait délibérément ou volontairement, parce qu'il est cohérent par rapport à son mode de fonctionnement. Mais si vous voulez que ça ne marche plus, et si vous voulez l'amener à voir autre chose, il faut d'abord que vous, ça ne vous affecte plus. Je vais essayer de l'exprimer autrement. Si quelqu'un se met en colère après vous, et que ça vous touche, ça vous affecte, ça vous met mal à l'aise, vous, votre problème, c'est votre malaise. Lui, son problème, c'est sa colère. Le jour où vous êtes libéré de votre malaise, sa colère, ça devient son problème. C'est plus votre problème, c'est le sien. Et sa colère, ça marche plus, parce qu'il ne peut plus la projeter sur vous, puisqu'il voit que, de toute façon, vous n'êtes plus affecté par sa colère. L'autre, il continuera à fonctionner de cette manière tant qu'il arrivera à vous toucher d'une manière ou d'une autre. Donc, la meilleure façon de vous libérer de ça, c'est vous de vous libérer, justement. Et de ne pas vouloir changer l'autre, ça ne marche jamais, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Donc, c'est vraiment de trouver la paix et la sérénité en vous-même, de créer ce bonheur en vous. Et ça va commencer à rayonner, avoir des effets. Ça ne veut pas dire que vous ne passerez pas par des périodes de turbulence, des remises en question, des discussions que vous aurez avec votre conjoint. Mais il y a un moment ou un autre. Et puis, encore une fois, la question, c'est qu'est-ce que je veux? Et peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit non plus. Jocelyne, lorsque je médite, je me sens calme, en sécurité et si disponible à la vie et souvent joyeuse que. Il reste un hic. M'extraire me demande de la volonté, de décider fermement de me lancer vers les objectifs du jour. Trouver une conclusion, comment, une sonnerie, je resterai ainsi assise des heures, le temps réel qui s'écoule m'échappe. Eh bien, restez ainsi, si vous êtes bien, si vous êtes tranquille, que vous n'avez aucun impératif, qui vous demande de vous extraire. Peut-être que là où vous êtes bien, et c'est peu importe, mais je pense qu'il y a peut-être une autre question qui est posée derrière. Alors, juste, j'ai complètement oublié de vous dire, je vais vous faire un petit cadeau. Donc ne partez pas trop vite. Je vais vous faire un petit cadeau d'ici la fin. Je pense que ça pourrait vous aider. Mais on va voir ça après. Armel, comment retrouver la confiance en soi et apprendre à gérer des émotions dites négatives comme la Même peur réponse et que la honte? tout à l'heure. Voilà. Entreprenez une démarche. Vraiment, faites quelque chose pour pouvoir le transformer. Natacha, j'ai 53 ans et je suis ce qu'on appelle neuroatypique ou encore zèbre ou haut potentiel. Ma différence, mon hypersensibilité, mes questionnements intérieurs sans fin et de mauvais choix de fréquentation nocive ont fini par me mener au burn-out et à la rupture sociale. À présent que je connais la raison de cette différence, détectée il y a 3 ans, je cherche les moyens d'apaiser mon mental et de modifier ma vision, pas très heureuse sur moi-même et l'humanité. Voilà. Avez-vous eu des hauts potentiels parmi ceux qui suivent votre méthode ou viennent à vos stages et quels ont été leurs retours d'expérience? Très bon, très positif. Parce que la démarche ne s'occupe pas de la différence de l'individu. Elle apporte un positionnement. Et peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vos caractéristiques personnelles, nous, on a eu toutes sortes de personnes. Et le plus important, c'est le pas que vous faites tous les jours pour rendre votre vie plus agréable. Et je dirais que ce que j'ai dit depuis le début reste une valeur universelle, quelle que soit l'histoire, quelles que soient les tendances, quelles que soient les caractéristiques de la personne. Dans le sens où être bienveillant ne peut être que positif, ne peut être que salutaire. Être bienveillant envers soi-même ne peut être que salutaire et sera toujours salutaire. Manifester de l'amour, de la compassion envers soi-même, je ne parle pas dans le sens narcissique bien sûr, mais vraiment dans l'amour bienveillant, ne peut être que salutaire et sera toujours salutaire.
Et c'est ça qui apaisera votre mental, qui apaisera vos souffrances et vos difficultés. Quand je dis que, en fait, l'extérieur révèle ce que l'on est, ce qu'on porte en nous, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en nous, qui réveille ce malaise. Le jour où vous serez à l'aise avec votre différence, le jour où vous serez à l'aise, je vais vous raconter d'ailleurs une histoire. C'est très différent, mais il y a quand même un rapport étroit. Il y avait, lorsque je donnais des cours en cabinet, il y avait un Africain qui suivait mes cours et qui avait des gros problèmes avec le racisme. Il n'arrêtait pas il avait des difficultés dans les entreprises, etc. Il est venu me voir et il m'a posé la question, ce qu'il pouvait, et donc il m'explique son problème. Et je lui réponds, mais c'était une taquinerie. Je lui dis, c'est de votre faute. Il me dit, mais comment ça? C'est les autres qui m'agressent, etc. Je lui dis, non. Je lui dis, je pense que les choses changeront le jour où vous vous accepterez pleinement tel que vous êtes. Parce que je pense que vous avez un fort complexe d'infériorité. Vous pensez que votre couleur vous ôte de la valeur, ce qui est complètement faux. Vous avez ça à l'esprit et vous devez le changer. Et il a entrepris la démarche, il a pratiqué. Et c'est rigolo parce qu'il a reconnu lui-même, il m'a dit, c'est rigolo, mais maintenant, dans un premier temps, les remarques des autres ne m'affectaient plus. Ça ne m'affectait plus, ça me glissait dessus. Et jusqu'au jour où, en fait, où les gens ne lui faisaient plus du tout de remarques sur sa couleur, sur ça, parce que c'était plus un problème pour lui. Lui, il était plus raciste envers lui-même, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il a changé complètement son rapport avec lui. Eh bien, c'est un peu pareil. Quelle que soit votre différence, peu importe, si vous voulez que les autres l'acceptent, vous devez d'abord commencer par l'accepter vous-même. Et c'est ça qui fera que vous ne serez plus, en fait, charrié par les autres. Ça ne vous affectera plus. Bonsoir, donc c'est Jean-Michel. Je suis en burn-out depuis 2 années et je ne m'en sors pas. J'ai plus droit à rien et je vais finir à la rue. Comment rebondir? Alors, avant que vous n'ayez plus rien du tout, je pense qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. Il y a des choses que vous pouvez faire. Alors, ça dépend où vous vivez, mais souvent le burn-out est très difficile au départ parce qu'il n'y a plus d'énergie. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que le burn-out. C'est comme la dépression en fait. Il y a, euh, comment dire, vous avez tiré sur la corde. Souvent, c'est des gens qui se mettent la pression. Souvent, ce sont des personnes perfectionnistes aussi, qui veulent vraiment bien faire, trop bien faire, qui agissent essentiellement avec la volonté et qui se mettent une pression extraordinaire. Et ça marche pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le burn-out, tout est mis en veille. Parce qu'il n'y a plus assez d'énergie. Il n'y a plus d'énergie. Et faire encore un effort à ce moment-là, ça serait extrêmement dangereux. Donc ce qu'il faut, c'est retrouver, c'est ramener de l'énergie. Et aujourd'hui, moi, je ne connais rien de mieux, parce que j'ai expérimenté, j'ai travaillé, quand j'étais en cabinet, je travaillais avec quelqu'un qui faisait de la médecine traditionnelle chinoise. Je ne parle pas d'acupuncture, je parle de la vraie médecine traditionnelle chinoise. Je travaillais avec quelqu'un qui faisait de la médecine chinoise, et moi, j'ai une formation aussi en médecine chinoise, donc je sais de quoi je parle. Eh bien, ça permettait, alors ça prend du temps, parce qu'un burn-out, ça prend beaucoup de temps pour restaurer, mais ce qu'il faut, c'est vraiment retrouver cet équilibre. Et la médecine chinoise arrive quand même à de relativement bons résultats. Ça permet vraiment de restaurer un bon niveau d'énergie. Et après, il faut entreprendre une démarche pour ne pas retomber dans les mêmes travers, parce que c'est votre mode de fonctionnement qui vous a emmené vers ça. Vous êtes arrivé au bout d'un processus qui ne marche plus. Il ne faut surtout pas retourner vers ce mode de fonctionnement. Il faut le changer. Donc il y a des remises en question qui sont nécessaires. Mais tant que vous n'aurez pas retrouvé votre niveau d'énergie, vous ne pourrez pas le faire. Donc moi je vous conseille d'essayer de trouver vraiment un bon médecin chinois. Il y en a sur Paris, nous on en connaît en Alsace, je connais un qui est spécialisé d'ailleurs dans ce genre de problème en Suisse. Tout dépend si vous pouvez vous déplacer ou pas, ou il faudra essayer de voir de votre côté. Moi c'est vraiment le conseil que je vous donne parce que moi j'ai pu voir vraiment les résultats. Quand on travaille de cette manière, on travaille de concert avec la démarche que je préconise, que j'enseigne, et la médecine chinoise, et on arrivait vraiment de bons résultats avec les dépressifs et les gens en burn-out. J'ai une question, je n'ai pas le prénom, excusez-moi. C'était une jeune femme qui posait la question: comment arrêter de culpabiliser pour tout, avoir l'impression de ne jamais faire assez bien, et pourtant faire de son mieux, c'est mon credo.
Alors, je vais pas répondre directement à la question, mais je remarque, je vais vous dire une chose, à vous tous qui êtes là, parce que vous avez beaucoup de questions et je vois qu'il y a beaucoup de souffrance, et je dirais que pour moi, la seule réponse vraie qui pourrait vraiment vous aider, c'est maintenant décider aujourd'hui de ce que vous voulez que votre vie soit demain. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? C'est quoi votre objectif? C'est quoi votre aspiration? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas perdu assez de temps avec toutes ces questions, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés pour vous dire maintenant ça suffit? Et je me rappelle un sage qui disait un jour, il avait tapé sur la table et il avait demandé à ses disciples, mais est-ce que vous n'en avez pas assez de souffrir de cette manière pour vous mettre enfin en route, pour faire quelque chose, pour transformer votre vie? Je le répète, et j'ai répondu d'ailleurs à beaucoup de questions en disant ça. Si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous aurez toujours le même résultat. Ça veut dire qu'il y a des choses à changer. Et je pense, moi je vous invite vraiment à entreprendre une démarche pour aller justement pour amener ce changement dans votre vie. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'on est dans une culture matérialiste, et je parlais justement des trucs, les gens, ils aiment bien les trucs, ils sont prêts à dépenser des sommes folles dans des trucs qui vont faire peut-être un petit peu de bien sur le moment, mais qui ne vont pas agir sur le long terme, plutôt que d'investir dans une vraie démarche qui va les amener à un changement. Mais ça nécessite évidemment de se prendre en main, de s'occuper de soi tous les jours. Mais je me dis, c'est quand même extraordinaire, est-ce qu'on n'a pas 20 minutes pour se faire plaisir? Et de se dire aujourd'hui, parce que la pratique, c'est, comment dire, c'est un rendez-vous qu'on prend avec soi, où on va être bienveillant envers soi-même. Et c'est en étant bienveillant, c'est en pratiquant justement la méditation, l'amour, la compassion, ce genre de démarche, qui va faire que vous allez commencer à changer les paradigmes en vous-même. Si vous ne semez pas de nouvelles graines aujourd'hui, la récolte demain sera toujours la même. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut semer. Et je vous disais, je voulais vous faire un cadeau justement, et je vais vous le faire maintenant en fait. C'était pas prévu, je n'avais pas prévu de le faire comme ça, mais j'enseigne une démarche, ça fait 35 ans que j'enseigne la même démarche, avec les mêmes résultats, et c'est une démarche qui est complètement adaptée au mode occidental. C'est le résultat de la rencontre de nombreux sages, indiens, tibétains, des chercheurs occidentaux au fait. Et j'ai eu la chance de fréquenter pendant 30 ans Gérard Durus, qui a été un ami, quelqu'un d'extraordinaire, qui m'a fait découvrir cette démarche avec laquelle on a travaillé ensemble, et que j'ai réactualisé avec son accord, après l'avoir enseigné pendant plusieurs années en cabinet. Et ça n'a rien à voir si vous faites de la méditation ailleurs, oubliez tout ce que vous avez appris, parce que ce sera totalement différent, mais avec des similitudes. Et ça fait 35 ans que j'enseigne cette démarche, et il y a des personnes qui sont là, qui sont en train de la suivre, des gens qui suivent les cours, qui peuvent témoigner, qui le diront. Vous pouvez aller, d'ailleurs Loïc, si tu peux montrer la vidéo qui se trouve sur les bons livres, où on a les témoignages des gens qui suivent cette démarche, et qui nous disent, tous les bénéfices qu'ils en retirent. Et c'est une démarche, normalement, ça se passe en 3 cycles, 3 cycles distincts. Chaque cycle, alors le premier cycle fait 7 semaines de cours, le cycle 2 fait 12 semaines, et le cycle 3 fait 12 semaines. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 cycles, mais au moins d'en faire au moins un, parce que vous allez apprendre à vous prendre en main, vous prendre en charge. Normalement, ce genre de démarche, ce sont des formations qui coûtent, moi j'ai vu sur le web, c'est des choses qui coûtent excessivement cher. Un cycle, vous en auriez pour 500-600 euros à peu près. Si vous allez voir un coach, la plus petite, la séance la moins chère, c'est 40-50 euros. Si vous faites, il faut un minimum environ de 10 séances, vous faites le calcul, vous en êtes déjà pour 500 euros. Donc, et nous, moi je la vends à 250 euros par cycle, mais ce soir, justement, parce que moi j'ai vraiment, et d'ailleurs il n'y a jamais personne qui la paye, parce que je suis quelqu'un, j'ai envie que tout le monde en profite, et il n'y a jamais personne qui paye cette somme. Souvent les gens, vous pouvez l'avoir à 97 euros, et là ce soir exceptionnellement, vous allez pouvoir accéder à cette démarche, à cette formation, à 79 euros par cycle. C'est tout simplement donné. Parce que mon but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes bénéficient de ces connaissances. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer tous ces sages, indiens, tibétains, de passer du temps avec Gérard Durus, qui était quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment un homme d'une intelligence, mais vraiment hors norme. J'ai eu du bonheur, je l'ai vraiment fréquenté, c'est un vrai ami. Et quand je vois comment ma vie a changé grâce à toutes ces connaissances que j'ai acquises,
et tous ces outils, parce que vous avez, on va dire, pour résumer, le cycle 1, c'est vraiment tout l'entraînement à ce qu'on appelle souvent comment dire, la pleine conscience, mais j'aime pas ce mot parce que c'est tellement galvaudé, ça ne veut rien dire du tout. Vous apprenez, vous développez la bienveillance envers votre corps, la bienveillance envers votre esprit, sur le souffle, vous avez des pratiques d'expansion du champ de conscience, vous apprenez à gérer vos pensées d'une manière totalement différente. Ça va vous apporter, le premier cycle vous apporte vraiment la stabilité, parce que le problème c'est que notre conscience, en état ordinaire, qu'est-ce qui se passe? Elle s'identifie aux pensées et donc forcément aux émotions qui lui sont liées. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on subit complètement les émotions. Et je vois, regardez tous les tourments dans lesquels vous êtes, toutes ces questions ne devraient pas se poser si vous aviez le recul et le détachement. Nathalie, qui est à côté de moi, elle a découvert la méthode, c'est pas si vieux que ça, parce que c'est en 2017. Elle l'a pratiquée, elle l'a repratiquée, parce qu'en fait, elle a refait tous les cours plusieurs fois, parce que chaque fois, elle en retirait des bénéfices. Et c'est ça tout l'intérêt de cette démarche, c'est qu'une fois que vous l'avez acquis pour votre vie. Et même si plus tard, par exemple, vous voulez refaire les différents cycles qui vous sont proposés, eh bien vous nous le dites, on vous réinscrit et vous ne payez plus rien. Donc là, 79 € pour un cours que partout ailleurs, vous le payeriez 500 ou 600 €. Parce que moi, j'en avais un petit peu assez de voir justement ces formations excessivement chères, et souvent, il faut reconnaître, avec un manque de pédagogie. Et je me suis dit non. Et un jour, je vais vous dire l'histoire, en fait, c'est un de mes amis, moi j'étais un peu, parce que j'avais fait plein de méthodes, j'avais suivi plein de démarches, j'avais fait une tas de psychothérapie. Et puis j'étais un petit peu fâché, puis je lui disais à cet ami, moi j'en ai un peu marre, toutes ces méthodes gadgets qui apportent pas grand-chose, ou alors c'est très compliqué, ou c'est du gadget, etc. Mais il me dit, pourquoi tu fais pas la tienne? Il m'a cloué le bec, hein, je vous ai dit. Et puis j'ai eu le bonheur de rencontrer Gérard Duruz, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment quelqu'un d'assez, qui est décédé aujourd'hui, hein, ça fait quelques années qu'il est décédé, parce qu'il était de 20 ans mon aîné. Et on a travaillé ensemble, et j'ai retravaillé, j'ai reformulé toute la démarche en apportant de la pédagogie. Et c'est vraiment, et j'ai eu même une nonne zen qui est venue, j'ai eu des gens, un prêtre catholique de 90 ans qui est venu, mais il m'a dit on devrait enseigner ça au séminaire, il avait trouvé ça génial. Aujourd'hui, il y a des scientifiques, des médecins qui viennent de partout, des managers, des chefs d'entreprise, on a dans nos clients des avocats, on a et donc toutes ces personnes, et il a été validé d'ailleurs par des scientifiques et des médecins, et ça fait un bien fou aux gens. Ça fait un bien fou aux gens. Et là, vous avez une démarche, vous vous rendez compte, pour pratiquement un plein d'essence. Bon, l'essence a diminué, mais il faudrait mettre un petit peu plus qu'un plein d'essence. Mais c'est rien, c'est ridicule. Je suis sûr que des 79 €, vous les dépensez dans des choses qui ne vous servent à rien. Le nombre de fois où on achète des choses qu'on a oubliées, qui restent dans le placard, et ça, c'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie. Ça va être un ami. Cette démarche, ça va être un ami qui va vous accompagner, qui va vous faire un bien fou. Et vous allez voir, et en plus vous allez pouvoir faire partie d'un groupe de soutien. Vous ne serez plus seul. C'est fantastique, vous verriez ce qui se passe sur ce groupe. Moi, des fois, j'ai les larmes aux yeux quand je vois comment les gens se soutiennent dans ce groupe. C'est vraiment fantastique. Il y a un soutien, une entraide, et sur ce groupe. C'est un groupe privé, il n'y a personne, les gens sont vraiment entre eux. Moi, j'interviens régulièrement, d'ailleurs, j'interviendrai la semaine prochaine, c'est pour ça que j'ai dit à mes chers amis élèves que j'interviendrai, donc je ne répondrai pas à leurs questions, je suis désolé de les frustrer pour ce soir, mais j'interviendrai parce que j'ai un vrai plaisir de me retrouver avec eux. C'est vraiment des moments magnifiques. Et moi, mon but, c'est pas de devenir riche, de faire de l'argent, parce que je suis très heureux. J'ai juste ce qu'il me faut pour vivre correctement, de pouvoir payer mon loyer, de pouvoir me payer à manger. Et puis on a des projets sur lesquels on est en train de travailler, donc pour ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, moi, tout ce que je veux, c'est que le plus de gens puissent avoir ces connaissances pour transformer leur vie. Le cycle 2, c'est une boîte à outils extraordinaire. J'ai vu quelqu'un qui parlait justement de l'exercice 5, la réalisation d'un objectif. Vous avez vraiment les manettes pour vous donner, parce que c'était Freud qui disait le succès est en effet garanti lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif. La difficulté pour nous, c'est d'arriver à unifier nos énergies pour qu'on aille vraiment dans le même sens. Parce que c'est cette division en fait qui fout le bordel. Parce qu'en fait, d'un côté, vous aspirez à quelque chose, puis vous êtes sans arrêt tiré par la manche, par vos peurs, par vos doutes, par votre culpabilité. Je vois la culpabilité qui revient, la peur, enfin tout ça.
c'est d'arriver à créer cette harmonie en vous. Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, je ne veux pas vous faire croire au miracle, parce qu'il y a des étapes à franchir, voilà, mais ça ne se fait pas, ça ne changera pas. Et je trouve, et malheureusement aujourd'hui, on est d'une société de consommation, et les gens deviennent des consommateurs spirituels. Ce qui fait qu'ils changent, ils vont d'un guide à un autre, ils vont d'une méthode à une autre, sans vraiment approfondir. C'est tant qu'on ne s'implique pas, ça ne va pas changer. Il n'y a pas la méthode, le truc qui va réformer votre vie. C'est le jour où vous décidez de vous prendre enfin en main et de faire ce qu'il faut pour que ça change, que vous commencez à semer des graines différentes, qui va faire que ça va changer. Donc voilà, là, moi, c'est vraiment un cadeau que je vous fais. Mais par contre, je ne peux pas le laisser, je suis désolé, je ne pourrais pas le laisser à 79 € trop longtemps. D'abord parce que c'est pas possible, nous, si on va mettre la clé sous la porte. Et l'autre raison, c'est que je ne peux pas prendre trop de personnes en cours, parce que nous, on traite des centaines de messages, des fois, malheureusement, on en loupe, on se fait engueuler, mais on a des centaines de mails par jour, donc on a envie de faire quand même un accompagnement correct, sérieux, donc on a envie de répondre à vos demandes, donc c'est pour ça qu'on va le limiter. En général, alors, le code, alors il faut que vous alliez sur l'onglet cours, vous tapez ressources actualisation, onglet cours, et quand vous passerez votre commande, quand ce sera dans le panier, vous mettez le code Bruno, en majuscule, c'est très important. Et je pense que d'ici 2 jours, on va arrêter, parce que c'est à peu près, il faut pas à peu près 2 jours pour atteindre le nombre de personnes, parce qu'une fois qu'on a vu qu'on en a trop, nous on est obligé d'arrêter. Donc le code de réduction sera désactivé. Donc voilà. Donc c'était le cadeau. Et juste pour répondre à une question, c'est la méthode de Bruno, c'est pas seulement un enseignement à la méditation, c'est plus global, c'est aussi une facilité pour la réalisation personnelle. Oui. Il y a des outils pour... par exemple, je vais vous décrire, dans le cycle 2, justement, on parlait de culpabilité. Il y a tout un exercice qui est consacré à la culpabilité, pour vous libérer. Il y a un exercice qui est consacré à l'acceptation de soi. Il y a un exercice qui est consacré à la confiance en soi. Vous avez un exercice qui est consacré, on vous montre aussi comment utiliser votre propre énergie vitale pour favoriser le processus de guérison. Ce sont des techniques ancestrales. Et vous avez une pratique pour vous recharger d'énergie, pour ceux justement qui manquent d'énergie. Vous avez évidemment les incontournables techniques de visualisation, d'imagerie mentale, mais là il y a un discernement qui est fait, parce que je vois beaucoup d'auteurs confondre visualisation et imagerie mentale, c'est pas du tout la même chose. Donc vous avez des pratiques comme ça très puissantes. Le cycle 3 par exemple. Là c'est important parce qu'il y a cette notion, et là je vous recommande la vidéo que Loïc avait passée tout à l'heure, puisque je décris ça très bien. Ce qui est important aussi, c'est la connaissance de soi. C'est de réaliser sa vraie nature. La vraie nature d'abord aussi de votre esprit, de vos pensées, parce que si vous n'avez pas ces connaissances, c'est très difficile de se libérer justement de l'emprise de vos pensées, de vos émotions. Et puis on aborde justement l'amour, la compassion, il y a une pratique qui s'appelle le yoga du maître, qui est une pratique extraordinairement puissante pour accomplir ce potentiel. Donc vous avez toute une démarche extrêmement complexe comme ça, sur 3 cycles distincts. Donc voilà, je vous fais le cadeau. Alors vous pouvez la prendre avec ou sans option vidéo, ça c'est votre liberté, mais en tout cas à 79 €, c'est sans l'option vidéo, et ça va durer pendant quelques jours après cette conférence. Et là vous aurez des réponses, vous aurez une vraie démarche, avec un suivi, avec un accompagnement. Voilà, je pense que les réponses, d'ailleurs moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit les questions viennent du bruit, les réponses viennent du silence. Vous verrez que quand vous avez les réponses que vous cherchez, elles sont en vous. Mais pour ça, il faut être en paix. Lorsque vous serez en paix avec vous, lorsque vous serez capable d'établir la paix, eh bien, vous verrez comment répondre à ces difficultés. Vous avez la clé, elle est vraiment en vous. Elle ne peut pas venir de l'extérieur. C'est pour ça que je réponds à vos questions. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que vous deveniez libre, que vous deveniez autonome, que vous ne dépendiez pas de quelqu'un. Parce que ça, c'est important. Je n'ai pas envie que vous fassiez cette démarche parce que j'ai envie que vous la fassiez. J'ai envie que vous fassiez cette démarche parce que vous avez envie d'être libre. Parce que vous avez envie d'être autonome. Parce que vous faites partie de ces gens qui se disent aujourd'hui, je prends ma vie en main. Et qui ne cherchent pas un truc
qui va faire disparaître leurs problèmes comme par magie, qui ont compris que ça ne va pas changer si je ne réunis pas les causes et les conditions qui vont participer à mon bonheur et mon bien-être. La confiance en soi s'acquiert, la culpabilité, on peut s'en débarrasser, l'estime de soi, ça se retrouve, mais c'est des choses qui s'acquièrent, qui se pratiquent, et qui vont faire que c'est ça qui va changer votre vie. Donc vous avez la clé, vous avez le pouvoir, et c'est ça qui fera que, eh bien demain, moi je souhaite vous voir écrire sur ce groupe, ou des fois, mais vraiment, des fois j'ai les larmes aux yeux, tellement c'est touchant, c'est beau ce que les gens disent, de voir des transformations, mais il y a des gens aussi qui rament, qui ont du mal, qui n'y arrivent pas, et les autres qui viennent en soutien, qui disent, bah, attends, tu peux y arriver, et je trouve ça fantastique, c'est merveilleux. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire partie de l'aventure, eh bien bienvenue. Et puis on anime aussi des stages. Alors juste un petit mot sur les stages. C'est quoi les stages et ça sert à quoi? En plus de tout ce que ça apporte en termes de pratique, de connaissances, pour moi le plus important, un stage, ça apporte une empreinte forte. C'est-à-dire que pendant 4-5 jours, comme on pratique, on est dans un contexte, dans un environnement bienveillant, respectueux, etc. Vous êtes baigné là-dedans, du matin au soir, et ça vous laisse une empreinte forte en vous, qui vous sert de repère plus tard. Et beaucoup de gens qui sont venus dans ces stages nous ont dit « j'arrivais pas à croire que ce bonheur était possible, pourtant je viens de le vivre. J'ai vécu des choses tellement belles, j'ai reçu de l'amour en quantité, j'ai été avec des gens bienveillants, et pourtant, je peux vous assurer, il y en a, ils arrivent avec la tête un peu renfrognée, tendue, etc., mais ils repartent ouverts, détendus, joyeux. On a vu des gens mais extrêmement crispés repartir, mais en rigolant. Ils dansaient, ils faisaient la fête. C'était magnifique. Parce que c'est pour montrer que c'est possible, on peut y arriver. Mais pour ça, il n'y a pas besoin justement pas besoin de dur, c'est pas quelque chose qui s'acquiert justement à la sueur de votre front. C'est vraiment un état d'être, une attitude qui s'acquiert. Et on vit des choses vraiment fantastiques. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que j'anime ces stages. C'est des moments magiques. Et là, vous avez plein de témoignages. Allez sur la page des stages, vous allez voir. Les gens témoignent, c'est des vrais témoignages. Contrairement à une personne qui nous a écrit, où ils avaient engagé des acteurs, n'importe quoi. C'est vraiment... Et les gens vivent ça. On a tout plein de témoignages comme ça de gens qui nous disent, mais j'oublierai pas ce moment. C'est vraiment des... Et en tout cas, pour ceux qui peuvent faire ça, alors vous pouvez faire les deux, parce qu'on va forcément me poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier, un stage ou les cours? Comme vous voulez. Comme vous le sentez. Voilà. Donc voilà. Alors juste par contre, sachez que les stages, maintenant en plus comme on déconfine, ça se remplit à nouveau très vite. Donc là, le stage du mois de septembre est complet, celui du mois d'août est complet, il y a encore de la place pour Nouvel An, et puis novembre, il reste encore un tout petit peu de place pour novembre. Là, on va bientôt boucler. Le mois de décembre, là, il reste encore un peu de place. Et puis, il y aura après, faudra attendre 2021. Voilà. Écoutez, moi, j'ai été ravi. Je n'ai pas répondu à toutes les questions. Il y a des gens qui vont être frustrés. Ne soyez pas frustrés parce que la réponse, elle est en vous. Vous avez les clés. C'est à vous de prendre enfin votre vie en main, de faire ce qu'il faut. Je répondrai encore, mais je trouve ça tellement dommage. Moi, ma grande frustration, c'est de voir les gens souffrir alors qu'ils ont les clés en eux. Ils ont les ressources pour changer leur vie. Alors, le nombre de fois que j'ai voulu te poser des questions et que je sens qu'en moi, je sais déjà. Alors après, je ne me rappelle plus la question. Oui, c'est ça. Voilà. Merci vraiment. C'était une merveilleuse soirée. Merci pour toutes vos questions. Et surtout, j'ai envie de vous dire, vous avez des clés. Vous avez des clés. Vous n'êtes pas obligé de subir ce que vous subissez. Ça peut être changé, à condition de faire ce qu'il faut. Ça dépend de vous. Voilà. Donc, eh bien, écoutez... Il y a de l'espoir, de toute
toute façon. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt. Merci. Merci vraiment du fond du cœur. On a passé une superbe soirée avec vous. C'était un vrai plaisir. Et puis j'espère qu'on vous reverra dans un stage, dans une conférence. En attendant, pour ceux qui n'ont pas trop de sous, vous avez encore toutes les balades. On a créé d'ailleurs tout récemment une page, ça a été fait aujourd'hui d'ailleurs, une page Facebook pour les balades. Voilà. Merci vraiment du fond du cœur. On vous embrasse. Et puis à très bientôt, j'espère en tout cas. Au revoir.